Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette seconde soirée, ce partenariat, une soirée santé, un partenariat entre la librairie Mola et le CHU de Bordeaux. Nous avons souhaité organiser une fois par mois une soirée santé avec Denis Mola, avec son équipe, avec toute l'équipe du CHU de Bordeaux, avec tous les médecins du CHU de Bordeaux. On a souhaité présenter une fois par mois une grande pathologie, un thème de santé qui intéresse le grand public. Alors merci d'être connecté sur Facebook, merci de nous regarder sur YouTube. Ce soir, on va parler de vaccination. On le sait, la vaccination, c'est extrêmement important. La vaccination a été inventée en France par Pasteur. Aujourd'hui, c'est le professeur Charles Cazenave qui va vous parler de vaccination. Vaccination, bien sûr, contre la grippe, mais bien sûr aussi, sujet d'actualité, vaccination contre le Covid-19. Alors, je vous souhaite une excellente soirée sur Facebook, sur YouTube, pour regarder le professeur Charles Cazenave qui vous présentera la vaccination dans son concept. Et puis, bien sûr, il répondra à toutes les questions. Merci à toutes et à tous. Merci encore à la librairie Mola. Merci à la station Ozone de nous accueillir, d'accueillir le CHU de Bordeaux. Dans quelques temps, je l'espère, une fois que tout le monde sera vacciné, eh bien, nous pourrons nous voir en présentiel. Nous pourrons organiser de nouveau des grandes soirées santé entre Mola et le CHU de Bordeaux. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci Monsieur Bubien pour cette introduction. Merci bien évidemment à la librairie Mola de nous accueillir et pour le soutien pour cette soirée débat. Merci également à la direction de la communication du CHU et plus particulièrement Madame Perret et Madame Rode. Et un grand merci également au docteur Mathilde Pugès, infectiologue dans le service, pour l'aide à la conception de ce diaporama et pour l'animation du chat. Donc, la vaccination en question, et quelle question, vous me direz actuellement, c'est un sujet on ne peut plus d'actualité. On vient de se faire vacciner contre la grippe, on parle beaucoup de vaccination Covid et beaucoup de questions autour de la vaccination, d'où une présentation sous forme de questions-réponses. J'ai choisi donc 10 questions pour illustrer ce vaste sujet et comme il a été dit, nous répondrons à vos différentes questions à l'issue de cette présentation. Alors, on est dans une période difficile, une période un peu morose sur le plan santé avec le Covid, sur le plan météo actuellement, et on rêve un peu de retourner sur le beau bassin d'Arcachon sous un beau ciel bleu, et nous espérons que les mois qui viendront nous permettront cela. Il me semblait intéressant, avant de commencer, de me présenter. C'est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire. Et une petite présentation en quelques mots. Tout d'abord, mon parcours. Je suis un produit 100% bordelais, même si je suis béarnais d'origine. Ma formation, premier et deuxième cycle d'études médicales, a eu lieu à l'Université de Bordeaux. Le troisième cycle, j'ai fait un internat de médecine interne, toujours pareil, au CHU de Bordeaux. Et j'ai eu un double cursus avec un doctorat d'université dirigé par le professeur Cécile Bébéard, qui m'a permis d'obtenir une thèse de sciences et ensuite une mobilité d'1 an à l'étranger. Voilà, donc j'ai une double casquette au sein du CHU de Bordeaux avec des fonctions de praticien hospitalier dans les services des maladies infectieuses et je dirige une unité de 29 lits, unité qui a été particulièrement en avant durant ces 2 vagues de Covid et qui est toujours très mobilisée contre le Covid. Et à ce titre-là aussi, j'anime un groupe au sein de l'Aix-Aquitaine sur la vaccination, le groupe Vaccinaction. Sur le plan universitaire, je suis enseignant en maladies infectieuses et plus particulièrement sur le sujet de la vaccination aux 3e et 5e années de médecine. J'ai également des responsabilités nationales au sein du Collège des enseignants de maladies infectieuses où je m'occupe de pédagogie et j'ai été dans le passé expert auprès de la HAS, notamment pour le vaccin du pneumocoque. C'est très d'actualité, mais il me semblait important de parler de mes liens d'intérêt avant d'aller plus loin. Des liens d'intérêt récemment avec des laboratoires impliqués dans les traitements du VIH, qui est une grande partie de ma consultation. Un lien d'intérêt, c'est quoi? C'est une réunion où on peut être invité en tant qu'expert. C'est des réunions que l'on anime pour les médecins généralistes et on a un soutien pour financer la location de la salle, ou bien ça peut être pour des déplacements pour des congrès.
Mais les liens d'intérêt, ce n'est pas que l'industrie pharmaceutique, ça peut être aussi une société d'édition, et comme la société Edimark, pour laquelle je réalise des retours de congrès ou des éditos. Alors la première question, pourquoi la vaccination ? Alors, je vais citer un grand expert, à savoir le professeur Alain Fischer, qui est donc désormais fer de lance de la vaccination Covid, et vous citer sa phrase que je vais vous lire. La vaccination représente la plus grande avancée médicale de l'histoire moderne. Elle sauve chaque année des millions de vies par le monde. Pourtant, sa pratique est contestée, notamment dans notre pays. Le fait que la vaccination concerne les sujets en bonne santé et que la protection repose en grande partie sur le caractère collectif de celle-ci, sans doute rendent compte d'une hésitation possible face à la vaccination. Informer sereinement et de façon juste le public est une obligation et une condition nécessaire pour améliorer la confiance de la population dans les vaccins. Et je pense qu'au travers de cette phrase, tout est dit. J'ai mis en gras les principaux mots-clés qui vont émailler tout ce débat. La plus grande avancée médicale, je pense que personne ne peut le contester, sauve chaque année des millions de vies, on verra des chiffres à l'appui pour dire cela. La pratique est contestée, on va consacrer une grande partie, ça sera une des questions sur la vaccino-hésitation. Le caractère collectif de la vaccination, l'hésitation vaccinale, j'en ai parlé, et le mot-clé, là aussi, c'est informer sereinement pour induire et faire une adhésion et la confiance. Un deuxième mot d'introduction, l'infectiologie, c'est quoi? Alors, avant le Covid, on parlait peu d'infectiologie. Depuis le Covid, tout le monde sait ce qu'est l'infectiologie. Mais l'infectiologie, certes, c'est la prise en charge des maladies infectieuses, mais qui a deux pans. Un premier pan plus médiatisé, c'est le pan curatif. Nous avons des antibiotiques, nous avons des antiviraux, des antifongiques, on traite le paludisme. Mais le pan le plus important, et le Covid a permis de remettre ça en avant, c'est la prévention. Les mesures d'hygiène, et là on va remonter au temps de Pasteur et la pasteurisation, ont été oubliées et sont remises à l'ordre du jour, ce qu'on appelle maintenant les gestes barrières. Mais un des pans majeurs de la prévention reste le vaccin ou la vaccination. Alors, les vaccins ont des caractéristiques spécifiques par rapport à d'autres médicaments. En effet, on va les administrer à des personnes non malades et on va protéger un individu ou des groupes de population. On illustrera ce propos ultérieurement. Juste quelques chiffres pour illustrer cette problématique. Il existe actuellement 50 vaccins pour à peu près une trentaine de maladies infectieuses. Alors je vous rassure, on ne reverra pas tous ces vaccins comme une liste à l'après-vert. On essaiera de faire les principaux vaccins. L'Europe et la France est le berceau de la vaccination et continue à l'être pour la recherche et la production. Et selon l'OMS, 2 à 3 millions de vies chaque année sont sauvées grâce aux principaux vaccins. Et selon l'UNICEF, on pourrait encore faire mieux en vaccinant mieux et sauver 1,5 million de vies supplémentaires. Alors la deuxième question, c'est un petit peu d'histoire. On est dans un lieu chargé d'histoire ici, chez Mola. Donc il me semblait sympa de faire rapidement l'historique de la vaccination. Alors au commencement, comme on pourrait dire, il n'y avait rien. Mais en fait, il y avait ce que l'on appelle la variolisation. Cette pratique a précédé la vaccination et concernait une maladie que l'on ne connaît plus, la variole. Et ce principe existait depuis la nuit des temps en Orient et a été importé en Occident. C'est ce que l'on appelait l'inoculation variolique. En quoi ça consistait brièvement? On prélevait du pus, et on verra à quoi correspond une lésion de variole, d'un malade, que l'on faisait sécher. Ainsi, le virus perdait de sa vitalité, perdait de ses forces. C'est ce qu'on appelle l'atténuation virale. Et à partir de ce pus séché, on allait inoculer un sujet sain pour justement développer une immunité et espérer ne pas développer la maladie grâce à ce procédé. Alors, bien évidemment, le simple fait d'introduire ce pus variolique allait entraîner de la part de l'organisme une immunisation et une réponse, on l'espérait, la meilleure possible. Et on avait déjà inventé le concept de l'atténuation bien avant la vaccination et bien avant de connaître ce qu'était un agent infectieux et toute notion d'immunologie. Le deuxième point, c'était qu'est-ce que la variole? La variole, c'est une maladie qui est oubliée. On en reparlera plus loin. C'est une des premières maladies que l'on a
éradiquée. C'était une fièvre éruptive et au début, vous verrez, difficile de différencier de la varicelle. C'est une maladie terrifiante qui a émaillé l'histoire, comme toute l'histoire des épidémies dans le monde, la peste, la variole, la syphilis, tout le monde en a entendu parler, avec une létalité ou une mortalité qui pouvait aller jusqu'à 30%. Et quand on guérissait, on a tous vu des images de ça, c'est ce que l'on appelait la peau grêlée. Alors voilà une image pas très jolie de ce que pouvait être en effet la variole. C'est ce jeune enfant où vous voyez le visage avec des pustules. Donc au départ, bien évidemment, il y a un doute avec la varicelle, mais après le pronostic n'est pas le même. Ou une image plus d'icône où on voyait ces malades un peu rejetés car atteints de la variole. Les premiers pas du vaccin remontent à la fin du XVIIIe siècle par un médecin anglais, le docteur Edward Jenner, qui, de façon empirique, l'empirisme est un élément important en médecine, avait remarqué que les personnes qui traillaient les vaches contractaient une variole bénigne, dite la variole de la vache, en latin, encore une fois, un peu de culture, variole vaccina, et de vaccina, on en a déduit vaccine, qui est l'agent qui sert à la vaccination, et le mot, justement, vaccin. Et il remarque que cette variole animale, que les gens qui ont eu la variole animale ne contractent jamais la variole humaine, et il a donc l'idée d'utiliser la maladie animale pour immuniser des patients. Alors, il y a de très gros avantages par rapport à l'immunisation variolique, du fait que comme c'est un virus d'une autre espèce, en l'occurrence bovidé, il n'entraîne pas de conséquences chez l'homme par rapport à ce que pouvait être la variolisation, ou si le virus n'est pas assez atténué, peut induire la maladie. Finalement, il laisse un peu tomber ses travaux, il ne va pas plus loin, là non plus, pas de notion d'infectiologie, d'immunologie, mais le procédé va se généraliser. Alors voilà ici une iconographie qui montre comment ça se passait, avec le petit stylet pour faire la scarification et son portrait. Alors, vous allez me dire, c'est super, c'est novateur, il a fait le buzz à l'époque, Jenner. Ben non, justement, il y a eu déjà des discours de défiance et des discours anti-vaccinaux. Pourquoi ? Non pas parce qu'on remettait en cause ses travaux, mais plus qu'à la limite, les personnes préféraient qu'on inocule le virus de la variole, qui est un virus humain, plutôt que d'inoculer à l'homme un virus bovidé, avec vraiment le fantasme, puisque c'était l'époque de la médecine que l'on appelait des humeurs. On avait la mauvaise humeur, donc c'était le foie, la bile, et on pensait que ce virus animal allait perturber les humeurs, et que finalement, la vaccine rapprochait l'homme du bovin. Encore une fois, on est chez Mola, et je me suis dit, faisons un petit peu de poésie. Poésie et vaccin, c'est pas évident, mais Casimir Delavigne a écrit quelques mots que je vais vous citer concernant ses travaux. Pour Jenner, chaque épreuve est un succès nouveau. Vainqueur, devant ses pas, il chasse le fléau. En vain dans ses fureurs, une ignorance altière, un bandeau sur les yeux, insulte à la lumière. Le fanatisme en vain contre lui a déclaré, environne l'erreur de son rempart sacré, où règne la raison, l'erreur est sans défense, l'Angleterre examine, approuve et récompense. Mais volons sur ses pas aux rives de la France, le bruit de ses bienfaits vainement le devance, la folie confiance aux regards effarés, adopte les récits par l'effroi consacré. Des crimes de Jenner, quelle absurde chronique, l'un croit trouver la mort dans ses philtres magiques, l'autre croit voir sa fille errante au pied des monts, fouler nouvelle yo, le thym et les gazons, et chacun, s'obstinant dans l'erreur qui l'obsède, veut expirer du mal par la peur du remède, un plus hardi paré et seul mieux inspiré, hasarde un premier pas trop longtemps différé. Et donc là, on voit bien que ce qui fait le buzz en Angleterre, lorsqu'il traverse la Manche, tout de suite, la défiance naît. Et la défiance naît parce qu'on va peut-être transformer des êtres humains en vaches, d'où la mythologie grecque que je vous ai mis à droite, cette image de la déesse Io transformée en vache. Il a fallu attendre Pasteur et la révolution pasteurienne pour que Pasteur, en 1880, 5 années avant la création du vaccin antirabique,
nous donne les concepts, le précepte de la vaccination. La vaccination, c'est inoculer des virus affaiblis ayant le caractère de jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. Et là, on a intellectualisé vraiment le concept de la vaccination. Jenner a fait du vaccin, Pasteur a créé la vaccination. Il faut savoir que Pasteur n'était pas médecin, mais chimiste, et il en a beaucoup souffert. Il a passé 3/4 de sa vie, pratiquement, à travailler pas avec les hommes, mais avec les animaux, avec les poules, avec les moutons, les vers à soie, et on verra plus tard aussi les lapins. Donc vraiment, quelqu'un dans un laboratoire. Et tout a commencé un 4 juillet 85. Alors 4 juillet, c'est la fête aux États-Unis, c'est pour ceux qui veulent me le souhaiter mon anniversaire. Le petit Joseph Meissner se fait mordre à 14 reprises par un chien errant dans une petite bourgade alsacienne. Le chien est récupéré par la maréchaussée et est déclaré enragé. Il faut savoir que la rage à cette époque, et toujours en 2020, est une maladie 100% mortelle lorsqu'elle est déclarée. La mère, prise de panique, prend son enfant sous le bras, file à Paris, où elle a entendu que Pasteur avait isolé le virus de la rage et justement le faisait passer de lapin à lapin afin d'atténuer ce virus. Pasteur se dit là, pris d'angoisse, il faut faire quelque chose. Mais étant lui-même chimiste, il doit trouver les services du docteur Granchet pour mettre sa théorie en pratique et commencer les injections. 21 injections pour le petit Joseph, du virus le plus atténué au virus le plus virulent. Le 27 juillet, Joseph regagne son Alsace natale. Pasteur part au Jura, pris d'angoisse, et attend les résultats. Et le résultat, c'est un grand succès. La vaccination est née. Et comme le dit Éric Orsena, c'est la rencontre adoucie et arrangée entre un organisme animal, en l'occurrence humain, et un pathogène. Je trouve que cette définition est très intéressante. Ça fait le buzz, pour le coup. Des milliers de personnes viennent se faire vacciner et on crée très vite le fameux Institut Pasteur. Alors voilà quelques iconographies pour illustrer cela. À gauche ou droite, je ne sais plus comment c'est chez vous, l'image du petit Meister qui se fait vacciner avec le regard bienveillant de Pasteur et son fameux portrait que tout le monde connaît. Alors un petit clin d'œil à ma petite Mathilde qui a travaillé sur une BD de vulgarisation, puisqu'on est aujourd'hui chez Mola, donc on va parler un peu de livres, un peu de BD. Et cette BD de vulgarisation qui est accessible sur Instagram rend à sa façon hommage aux deux papes de la vaccination, Jenner et Pasteur. Que s'est-il passé après Pasteur ? Il a fallu attendre pas mal de temps pour voir donc son vaccin en 1885, l'obligation vaccinale en 1902 pour la variole, puis au début du XXe siècle, des nouveaux vaccins, le concept de l'aluminium avec le vaccin de la tuberculose, du BCG, du tétanos, 3 vaccins qui vont devenir obligatoires, donc les emblématiques, diphtérie, tétanos, poliomyélite, le BCG également à l'époque, et à partir des années 60, les nouveaux vaccins ne sont plus obligatoires, mais deviennent recommandés. Voilà un petit mot d'histoire, et j'enchaînerai à présent avec la révolution qu'a apporté la vaccination dans la prise en charge des maladies infectieuses. Brièvement, comment marche le vaccin ? Excusez-moi. Alors, c'est très, très basique, mais vous allez voir d'une côté de la diapositive ce qui se passe que lorsque vous rencontrez un agent infectieux. Il va aller dans votre corps, au contact des cellules de l'immunité, vous allez produire des anticorps et surtout des cellules spécifiques qu'on appelle mémoire, qui vont rester là un peu en veille et qui vont ressortir lorsque vous rencontrerez l'agent infectieux. Le vaccin fait la même chose, vous aurez une partie du virus atténué ou tué, ou bien une fraction de ce virus. Les cellules de l'immunité vont produire des anticorps et également des cellules mémoire. Il existe 2 grandes familles de vaccins, comme je viens de le dire. Les plus classiques, qui sont des vaccins atténués, comme c'est le cas pour la rougeole, ou des vaccins inactivés ou tués, comme c'est le cas pour le vaccin de la grippe. Et après, il y a des vaccins sous unité, où on prend une partie de l'agent infectieux, que l'on va coupler à un adjuvant et que l'on va ensuite
inoculés, comme par exemple l'hépatite B ou le tétanos. Alors la question qui vient, est-ce que les vaccins sont efficaces? Alors je n'aurai pas le temps de détailler toute cette diapositive. Je ne sais pas si on voit la souris. Ah oui, c'est pas mal. Donc on voit les vaccins par ordre d'apparition, la mortalité avant les vaccins, l'année de mise en place de ces vaccins, la mortalité après. Et si on regarde d'emblée la dernière colonne, on voit que les taux d'efficacité des vaccins sont de 100% ou proches de 100% pour la majorité d'entre eux. Et on verra ce que cela a permis tout de suite. A-t-on éradiqué des maladies infectieuses? La réponse, on la connaît un petit peu pour la variole, qui a été déclarée éradiquée dans le monde depuis 1980 grâce à la vaccination. Et la deuxième maladie en passe d'être éradiquée. On y est presque. En France, il n'y a pas eu de cas de poliomyélite depuis très longtemps. Il y a encore quelques personnes, hélas, qui ont 60-70 ans actuellement, qui peuvent avoir des séquelles de polio. Mais même en Afrique, la polio est en passe d'être éradiquée, donc il faut poursuivre nos efforts. Un exemple, on peut éliminer une maladie, mais sinon, on peut en diminuer le fardeau. En Angleterre, à la fin des années 90, il y a une épidémie de méningite à méningocoque, cette fameuse épidémie foudroyante qui touche nos petits, nos ados. Et là, il existe un vaccin. Et l'Angleterre dit, mais pourquoi ne pas imposer en 1999 ce vaccin? Un des mots forts de ce topo, tout acte a des conséquences. On vaccine en 99 et je laisse parler les diagrammes qui montrent que la méningite à méningocoque C a disparu en Angleterre. Alors, comment la vaccination a évolué? Je l'ai dit, on est parti de 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, et le reste des vaccins recommandés, ce qui induisait un petit peu le trouble, et on le verra plus tard, des couvertures vaccinales assez hétérogènes, à l'origine parfois de bouffées épidémiques. Et donc, il a été décidé d'opérer un virage à 360 degrés en 2018, comme vous le savez, avec le passage à 11 vaccins obligatoires. La question, c'est, sont-ce vraiment 11 vaccins? Je préfère employer le terme de valence vaccinale. Un vaccin, c'est un agent infectieux, c'est une valence. Et les valences vont être regroupées dans des vaccins, donc une injection, qui va contenir 5 ou 6 agents infectieux. Je trouve que c'est plus juste d'employer ce terme-là. Alors, le calendrier vaccinal simplifié de 2020, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, il est très long à expliquer, même s'il est simplifié, mais je voudrais juste faire passer 2-3 messages importants. Le premier, c'est ici, donc les vaccins sont listés. En bleu, les fameux 11 vaccins obligatoires. Ici, le timing des injections. Donc nos petits, on les injecte à partir de 2 mois. Il y a 2 messages à faire passer sur ce timing. L'injection de 3 mois a disparu et après 25 ans, les rappels ne se font plus chez les immunocompétents que tous les 20 ans. Donc là aussi, on diminue le nombre d'injections. En revanche, on va retrouver nos 3 vaccins historiques ici, diphtérie, tétanos, polio. On va retrouver nos 3 vaccins qui étaient recommandés, qui deviennent obligatoires, rougeole, oreillon, rubéole. Les 3 vaccins que l'on faisait logiquement, coqueluche, hémophilus. Alors l'hémophilus, c'est aussi une cause de méningite, je suis passé vite tout à l'heure. Il faut savoir que depuis que ce vaccin est en place, cette méningite à hémophilus a quasiment disparu en France. Et enfin, l'hépatite B. Et là, on retrouve donc notre fameux vaccin hexavalent, une injection, 6 valences. Et puis à côté de ça, on aura 2 autres vaccins qui vont prévenir pour le pneumocoque, les infections ORL et les otites, et pour le méningocoque C, j'en ai parlé tout à l'heure, les méningites. Et enfin, on va retrouver des vaccins qui restent recommandés. La grippe, bon, on en a beaucoup parlé, ce soir j'en parlerai peut-être un peu moins, mais le vaccin du papillomavirus, juste un mot pour dire que ce virus, c'est le virus à l'origine du cancer du col chez la femme, qui a été donc proposé en premier chez les jeunes filles. Et la nouveauté, c'est qu'actuellement, ce vaccin rentre dans le calendrier vaccinal pour les jeunes garçons,
car ce vaccin peut certes induire des cancers du col, mais également des cancers de l'anus, des cancers de la gorge et des cancers du pénis. Et donc, en vaccinant les garçons, on espère qu'ils transmettront moins le virus aux jeunes filles et vice-versa. Alors, en termes de couverture vaccinale, est-ce que ce changement du calendrier vaccinal, on n'a pas beaucoup de recul, est-ce que ça a amélioré les choses? On peut dire assez macroscopiquement que oui. Si on regarde ici, avant 2017 et après 2018, ces vaccins étaient globalement bien réalisés, puisqu'on était à 93%, mais on est augmenté à 98%. Et on voit l'intérêt de cette obligation sur le méningocoque C, où la couverture était très mauvaise, avec les risques de méningite, pour arriver à 75%. Mais là encore, l'obligation reste cependant, pour moi, une méthode peu constructive sur le long terme. Et comme le dit Madame Tourbet, le premier pari à prendre, c'est celui de la pédagogie vis-à-vis des vaccins, d'où cette conférence ce soir. Alors, tout acte a des conséquences. Si la couverture vaccinale diminue, quelles peuvent être les conséquences? Tout d'abord, la réémergence de certaines épidémies, on le verra tout à l'heure avec la rougeole. Deuxièmement, on peut dire de façon factuelle qu'entre 2011 et 2016, il y a eu 300 cas d'infection à méningocoque chez les 1 à 24 ans, chez qui normalement ce vaccin a été recommandé, à l'origine hélas de 29 décès. Entre 2006 et 2016, il y a eu 2000 cas d'hépatite B chez les non-vaccinés, et l'hépatite B chronique est à l'origine de cirrhose et de cancer du foie. Alors, quelle attitude on a vis-à-vis de la vaccination? C'est ce que j'appelle la sociologie du vaccin. Alors, il faut arrêter d'être un discours pesant et pessimiste. Globalement, en France, l'opinion vis-à-vis du vaccin est plutôt favorable, même si on verra après qu'il y a des exceptions, mais on a une opinion favorable. Il va y avoir une deuxième catégorie de personnes, c'est ce que l'on appelle les hésitants, donc qui représentent un plus petit pourcentage, ou les vaccinosceptiques. Et enfin, on va retrouver un plus petit pourcentage qui sont les anti-vaccins. Et c'est une métaphore de dire que ces anti-vaccins sont en fait la face émergée de l'iceberg. Titanic est passé il n'y a pas longtemps à la télé. Et donc, en fait, on n'a pas vu ce qui se passait dessous. On ne voit que ce qui se passe dessus. Et en effet, on entend beaucoup parler des anti-vaccins, mais globalement, il va y avoir dans la population des gens favorables ou hésitants. Alors, le concept de vaccination altruiste me paraît important à ce stade. Je me vaccine pour me protéger. C'est un acte que l'on pourrait qualifier d'égoïste. Mais aussi pour protéger qui? Mon entourage, et particulièrement les personnes fragiles de mon entourage. Et c'est là la notion de vaccination altruiste. Plus la couverture vaccinale va augmenter, moins l'agent infectieux circule dans la population et dans l'entourage proche. Alors, quelques exemples, notamment d'actualité, le vaccin de la grippe. On demande aux soignants de se vacciner. Alors, les soignants, c'est sûr, souvent, c'est des gens jeunes, en bonne santé, mais ils vont se vacciner pour ne pas être vecteurs de la maladie vis-à-vis des patients qu'ils vont prendre en charge. Les soignants jeunes sont aussi vaccinés pour protéger, lorsqu'ils rentrent en week-end, les personnes plus âgées qu'ils peuvent côtoyer. Pour ce qui est de la coqueluche, on sait que la coqueluche va faire des formes graves chez les nouveau-nés de 0 à 2 mois, puisque la vaccination commence à 2 mois. Ils ne sont pas bien couverts par les anticorps maternels. Et donc là, les parents, dans un acte altruiste, vont se vacciner, et même les grands-parents, s'ils ont la garde des petits-enfants, pour protéger le nouveau-né de la coqueluche. Et enfin, la rougeole, c'est un vaccin contre-indiqué chez les immunodéprimés. Et donc, si tous les immunocompétents se vaccinaient, on arrêterait la circulation du virus et ainsi, on protégerait nos proches qui auraient une contre-indication au vaccin. Donc, ce vaccin, pour répondre à ma question initiale, est bien l'acte majeur, le fer de lance, selon ce graphe de l'ALEM, de la prévention. Comme vous le voyez ici, je vais vacciner mon petit enfant. Je vais le prévenir en le vaccinant du pneumocoque, par exemple, des otites à répétition. Et quand il ira voir les personnes plus fragiles de son entourage, il ne sera peut-être pas vecteur de pneumocoque et qui, chez les personnes fragiles, peut être à l'origine de pneumonie. Et là, on voit bien en bas que plus le taux de couverture vaccinale est important, comme ici en vert, moins la maladie va circuler. Alors, on arrive à un point crucial de la présentation.
le début, je pense que tout allait. Et là, la question qu'il ne fallait pas oublier, c'était pourquoi le vaccin ou la vaccination est décriée. Alors tout d'abord, un état des lieux assez préoccupant qui n'est pas dressé par moi, mais qui est dressé par l'OMS, puisque l'OMS dit qu'en 2019, il y a 10 menaces pour la santé, et l'une d'elles, c'est la peur des vaccins. À côté d'elles vont se retrouver 5 maladies infectieuses, et en tant qu'infectiologue, je peux parler de ces maladies que nous voyons ou que nous avons appréhendées. Tout d'abord, Ebola, et plus largement les fièvres hémorragiques virales, la dengue, le VIH. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a encore tous les ans 6500 contaminations. Le 1er décembre, c'était il y a quelques jours, il est passé totalement inaperçu avec le Covid. Et l'infection VIH dans les pays d'Afrique reste quand même encore une priorité. Et vous savez qu'il n'y a pas de vaccin contre ce virus. La grippe saisonnière, on en a parlé. Et enfin, le sujet majeur, la résistance des bactéries aux antibiotiques. À côté de ça, vont se trouver des sujets liés à la précarité, le faible accès aux soins primaires, les populations fragiles, des problématiques sociétales comme l'épidémie d'obésité qui va être à l'origine de diabète et de maladies cardiovasculaires, et enfin, un sujet qui touche maintenant presque toute la Terre entière, la pollution. Donc vous voyez que dans les 10 menaces de la santé va se retrouver l'hésitation vaccinale à côté de maladies infectieuses, à côté de précarité et à côté de pollution. L'état de lieu est préoccupant. Alors, des sondages, il y en a plein, ils sortent tout le temps, Covid, pas Covid. Mais globalement, en 2018, on estimait qu'un Français sur 5 avait une opinion défavorable sur la vaccination. Je vous présenterai une autre étude tout à l'heure. Et ce qui est aussi peut-être préoccupant, c'est que parfois, cette vaccination est également remise en doute par des acteurs médicaux et des personnes du corps médical, comme l'a montré dans son travail de thèse soutenu récemment Madame Bourguina-Ménard. Alors, est-ce que l'hésitation vaccinale est une spécialité française? Alors, on se réjouit tous d'avoir été en 2018 champion du monde de foot, et on pourrait dire à Hugo Lloris, plutôt que de porter la Coupe du Monde, qu'il aurait peut-être pu porter un vaccin ONU, car finalement, selon l'étude que je vais vous présenter, 4 Français sur 10 estiment que les vaccins ne sont pas sûrs, ce qui est quand même le comble du paradoxe dans la patrie de Pasteur, berceau de la vaccination. Alors, d'où viennent ces chiffres? Ces chiffres viennent d'une étude publiée en 2016, dont vous avez la référence en haut de votre diapositive. C'est l'étude la plus large qui a été menée dans le monde sur 65 000 personnes dans 67 pays. Il faut bien faire attention à ce que l'on dit. La question posée, je pense que les vaccins sont sûrs, et on évaluait le pourcentage de répondants en désaccord avec cette assertion. Donc, comme vous le voyez ici, plus c'est rouge, plus on est donc en désaccord avec le fait que les vaccins soient sûrs. Et là, la France brille de rouge cramoisi avec 41% de réponses, et c'est de là que vient le fameux 4 Français sur 10. Et si l'on regarde les pays qui sont au-delà de 20%, on va retrouver, alors excusez-moi, je ne suis pas très bon en géographie, je vais essayer de ne pas me tromper, mais on va retrouver notre pays voisin que vous voyez ici, la Bosnie, à côté des pays de l'ex-URSS, donc la Russie, l'Ukraine, la Mongolie, des pays d'Europe du Sud comme l'Italie, la Grèce et enfin du Moyen-Orient comme l'Iran. Donc si on essaie de faire une image assez macroscopique de cette étude, on voit que plusieurs parties du monde s'opposent sur le sujet du vaccin. Tout d'abord, l'ancien monde, plutôt vaccinosceptique, face au nouveau monde, où notamment en Europe, en Amérique du Nord, les avis sont un peu moins tranchés, et de façon également nord-sud, où on voit que globalement dans le nord, on a plus de doutes par rapport au sud. Alors vous allez me dire, oui, le sud, finalement, beaucoup de pays sont en gris, et notamment en Afrique, sur lesquels, hélas, on n'a pas de données sur ce sujet. Et une des conclusions de l'auteur, c'est que le scepticisme s'appuie davantage sur des émotions que sur des informations solides. La vaccination, c'est un sujet qui c'est épidermique. On a une réaction qui est guidée par une émotion,
mais qui n'est pas forcément sous-tendu par des données scientifiques. Et alors, cette étude propose peut-être des pistes, ce qu'on appelle des leviers d'amélioration. Travailler sur l'adhésion, c'est important. Et ici, c'est un exemple du Bangladesh, qui était un pays qui était pas très pour vaccination, où la mortalité infantile, vous vous doutez, était très importante. Et ils ont essayé de faire accepter la vaccination des vaccins des maladies infantiles par le biais des personnes de la société civile qui ont expliqué l'intérêt de ces vaccins, ce qui a permis de renforcer l'adhésion. Donc encore une fois, une pédagogie, mais peut-être faite par quelqu'un, ce qu'on appelle des pairs, passe souvent mieux. Ce qui est dit également dans ce travail, c'est que la défiance à l'égard des vaccins reflète celle à l'égard de l'État qui le contrôle. Je vous ai dit, on va retrouver dans ces pays l'ex-URSS, l'Iran, alors je ne vais pas faire de la grande géopolitique, la France. On sait bien qu'en France, il y a quand même une défiance à l'égard de nos gouvernements, et on voit qu'il y a des oppositions nord-sud, j'y reviendrai. L'autre message clé, c'est que finalement les femmes reconnaissent davantage l'intérêt des vaccins et les personnes de 65 ans également. Et Marie-Paule Thieny, qui est donc une éminente virologue française, qui est très impliquée actuellement dans les questions de vaccins Covid, renforce cette métaphore en disant que l'hésitation vaccinale augmente avec le rejet des gouvernements. Et pour ça, elle dit l'Europe du Nord versus l'Europe du Sud. On a bien vu les hésitants, la France, la Grèce, l'Italie, comparés aux pays scandinaves où l'adhésion à la vaccination est plus importante. Alors on arrive encore, une fois encore, à un French paradoxe. Alors le French paradoxe, vous le connaissez sûrement, c'est notre mode d'alimentation. On mange assez gras, du fromage, on boit du vin, plutôt de bonne qualité quand on est bordelais. Et avec tout ça, on a peut-être moins d'événements cardiovasculaires que nos amis américains. Alors peut-être un peu plus que nos amis crétois avec l'huile d'olive et les légumes. Mais le French paradoxe, il s'illustre là aussi, car paradoxalement, si beaucoup de personnes estiment que les vaccins sont potentiellement dangereux, ils ne doutent pas pour autant de leur efficacité. Alors, il faut reconnaître que dans les stratégies vaccinales et les mises en place des vaccins, il y a pu avoir des erreurs, des écueils. Il ne faut pas mettre un voile là-dessus et il faut savoir les évoquer. 3 temps, donc ça c'est une bibliographie qui a été dans le numéro du 1. Premier temps, la campagne vaccinale de l'hépatite B en 1994, qui est assez massive. Je faisais partie des jeunes vaccinés contre l'hépatite B, mais qui a été assez vite stoppée face à des craintes sur l'émergence de la sclérose en plaques. Autre campagne vaccinale qui a été décriée, en 1998, une publication dans le Lancet met un lien entre la vaccination contre la rougeole et l'autisme. À partir de là, on verra ce qui s'est passé. Et enfin, la vaccination H1N1 2009-2010, cette vaccination qui a fait couler beaucoup d'encre, une vaccination de masse, plus ou moins imposée, pas forcément réalisée par les médecins de proximité et qui a été également à renforcer peut-être la méfiance vis-à-vis des vaccins. Alors le vaccinosceptisme, est-ce un concept récent? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Depuis le début du 19e siècle, tout a débuté en fait avec la mise en place de la vaccination variole et dès 1802, les premiers pamphlets et satires apparaissent. Pasteur et son institut ont été taxés à l'époque de ce que l'on pourrait appeler actuellement le premier Big Pharma Gate, où l'on a vu un lien probable entre l'Institut Pasteur, producteur de vaccins avec un monopole, et des enjeux financiers. Ensuite, ce phénomène s'est amplifié avec l'obligation vaccinale en France au début du XXe siècle contre la variole, et la première ligue française contre les vaccins a été créée avant même le premier vaccin antirabique. Alors, ces mouvements de vaccinosceptisme, selon l'historien que je cite beaucoup ce soir, grand spécialiste, et je vous invite à lire ses écrits, M. Vigneault, reposent sur des croyances au nombre de 4, ou des 4 sujets principaux qui vont ressortir. Tout d'abord, des considérations politiques. Il s'agit de savoir si un État peut forcer ses citoyens à recevoir un vaccin s'ils n'en ont pas envie
ou n'en ressentent pas le besoin. Deuxième point, des considérations naturelles ou écologiques. On considère peut-être que c'est contre nature d'aller inoculer à quelqu'un qui est en bonne santé un agent, même s'il est tué. Des sciences alternatives, d'autres pans de la médecine, d'autres façons de voir la médecine, d'autres façons de voir la prévention également. Et enfin, mais pour un pourcentage peut-être plus faible, des considérations religieuses. Alors les idées reçues, il y en a beaucoup. Alors j'en ai listé ces 5 qui sont les suivantes. Les adjuvants, les effets secondaires des vaccins, est-ce qu'un vaccin est 100% efficace ou pas, le lobbying pharmaceutique, et enfin, le fait de vacciner va empêcher le corps de se protéger éventuellement contre d'autres agents infectieux. Alors on va voir un par un ces idées reçues de façon assez brève, je vous rassure. Les adjuvants, bien évidemment, on ne peut pas parler d'adjuvants sans parler d'aluminium. Alors l'aluminium, ça a un intérêt sur un plan physiopathologique, puisque si on inocule la partie d'agents infectieux non associés à l'aluminium, il n'y aura quasiment pas de réponse immunitaire. Donc l'aluminium va aider à booster le système immunitaire. Il est accusé de bien des maux musculaires, des maux neurologiques, et là aussi il y a des problèmes, car beaucoup d'études épidémiologiques ne sont pas d'accord, ont certaines pour des biais, et ce concept d'atteinte musculaire liée à l'aluminium est assez français, alors que l'aluminium est quand même utilisé dans les vaccins dans le monde entier. Alors tous les vaccins ne contiennent pas de l'aluminium, ça aussi, idée reçue qu'il faut remettre en place. L'autre chose, c'est que l'aluminium injecté, donc ça je peux le dire, mais encore faut-il le démontrer, est en très petite quantité, très localisé, et selon le Haut Conseil de santé publique, va être rapidement éliminé. Et si on met en balance l'aluminium injecté par rapport à l'aluminium de l'environnement, on voit que le rapport est quand même assez différent. En effet, un vaccin adjuvant à l'aluminium contient de 0,125 à 0,85 mg par dose. Or, selon une étude américaine, on estime qu'un Américain moyen ingère quotidiennement 7 à 9 mg d'aluminium dans son alimentation. Là aussi, beaucoup décriés, les poissons, les sushis, les métaux lourds, le mercure, voilà, d'autres choses qui sont dans la sphère. Et 5% de cet aluminium va passer dans la circulation sanguine. L'autre adjuvant, alternative à l'aluminium, les squalènes. Squalènes, ce sont des matières lipidiques inspirées du gras des requins, squalène. L'intérêt, c'est là aussi de stimuler le système immunitaire, et c'est un adjuvant qui avait été utilisé dans les vaccins H1N1 de 2009 et qui a été incriminé comme potentiellement associé à quelques cas, très peu, mais quelques cas de narcolepsie, donc la maladie du sommeil. Et là encore, selon Marie-Paul Chieni, la problématique ne venait pas vraiment du squalène, mais plutôt de la production de la protéine vaccinale qui n'était peut-être pas suffisamment purifiée dans un lot qui a été probablement à l'origine de cet effet indésirable. Donc un effet plutôt lié à la protéine pour le coup, mais pas à l'adjuvant. Alors les effets secondaires, mais bien évidemment qu'il y a des effets secondaires, comme j'ai envie de dire tout médicament. Donc les effets secondaires les plus fréquents, on le sait chez les petits, et après une vaccination, ils peuvent être un peu ronchons, avoir un petit 38, ils ont un peu mal au bras, comme nous quand on se fait vacciner contre la grippe. Très rarement, il peut y avoir des allergies, notamment aux protéines d'œufs si on fait le vaccin de la grippe. Et bien évidemment, il ne faut pas vacciner les personnes au système immunitaire déficient avec un vaccin atténué qui risquerait d'entraîner la maladie chez ces personnes-là. Donc c'est pour cela qu'il faut encore une fois reparler avec son médecin traitant de ces problématiques d'effets secondaires des vaccins. Mais il faut savoir que le plus souvent, les effets secondaires avancés sont plus rares que ceux que la maladie elle-même induirait. Par exemple, on a rapporté des syndromes de Guillain-Barré, une complication rare, très très rare, neurologique, après des vaccinations de la grippe. Mais finalement, cette complication est encore plus rare que celle que la grippe peut induire, car c'est une infection virale qui peut entraîner ce type de complication. Et là, encore une fois, le rapport bénéfice-risque des vaccins reste extrêmement positif, et l'ANSM y veille, et bien évidemment, s'il y avait des doutes forts, certains, retirerait
ou arrêterait des essais sur ces effets secondaires réels. Pardon. Alors, est-ce qu'un vaccin est efficace à 100%? C'est faux. Certains vaccins ne sont pas efficaces à 100%. J'en veux pour preuve la grippe, dont l'efficacité va être variable chaque année selon le vaccin que l'on aura utilisé ou selon l'âge de la personne qui reçoit le vaccin. Par exemple, l'oreillon aussi, on peut faire des oreillons, même si on a été correctement vacciné. Mais il faut savoir que le plus souvent, les effets de la maladie après avoir été vacciné sont quand même moindres que lorsqu'on a la maladie sans avoir été vacciné. Et après beaucoup de pathologies, on l'a vu, le vaccin est 100% efficace. Alors la rage, par exemple, le tétanos. Et il faut noter que pour ces vaccins-là, il y a une adhésion, une acceptabilité qui est très bonne. Quelqu'un qui revient de Bali parce qu'il a été mordu par un singe potentiellement enragé, qui vient à la consultation antirabique, j'ai jamais vu refuser un vaccin de la rage. Un ouvrier qui s'est blessé sur son lieu de travail ou un jardinier qui s'est coupé avec un rosier alors que son rappel de tétanos est ancien, va se faire vacciner contre le tétanos. Donc là aussi, le fait que la maladie soit très grave, le fait qu'on ait du recul sur le vaccin vont faciliter également l'adhésion. Le lobbying pharmaceutique. Alors bien évidemment, il ne faut pas se voiler la face, le vaccin, c'est vendu, donc c'est du business. Et c'est un business qui va être en progression, je pense, avec l'arrivée des vaccins Covid. Mais finalement, ce business du vaccin ne représente à l'échelon du marché du médicament, selon le LEM, qu'une goutte d'eau, à savoir 3% des 1100 milliards que génère l'industrie du médicament. Alors, il faut savoir aussi que développer un vaccin, bon, ça tout le monde le dit, c'est vrai que c'est beaucoup de coûts, et on le verra après, pour après une dose unitaire dont le prix est variable. Et il faut savoir que beaucoup de vaccins dans des pays à faible revenu sont vendus à très bas prix pour faciliter l'accès aux vaccins. Un autre exemple, j'y reviendrai après, le laboratoire AstraZeneca s'est engagé à vendre son vaccin Covid à prix coûtant, quelques euros. Et enfin, en termes médico-économiques, si l'on regarde la santé à l'échelon, mettons, de la France, il faut savoir que même si une dose vaccinale est à un coût élevé, cela reviendra moins cher que de traiter la maladie contre laquelle le vaccin a été efficace. La maladie coûtant souvent beaucoup plus cher que la prévention vaccinale. Par exemple, un vaccin du pneumocoque va revenir moins cher qu'une pneumonie à pneumocoque qui va être souvent à l'origine d'une hospitalisation prolongée. Un vaccin du papilloma reviendra moins cher qu'un cancer du col, hélas, qui nécessitera beaucoup de jours d'hospitalisation. Et le dernier point, est-ce que le vaccin va modifier mon système immunitaire ? Il faut voir que la vaccination, on l'a vu tout à l'heure, va agir de la même manière sur l'immunité que la maladie. Et donc, si vous faites une jaunisse, par exemple, vous aurez des anticorps à vie. Si vous vous faites vacciner contre l'hépatite A ou la jaunisse, vous aurez aussi une immunité à vie, mais une immunité spécifique de l'hépatite A qui ne vous protégera pas contre l'hépatite B ou contre d'ailleurs l'hépatite C, pour laquelle il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle. Et donc là, je vais citer le professeur Tournier qui dit que les 150 antigènes que l'on trouve dans les vaccins représentent une goutte d'eau dans l'océan des 10 000 milliards de bactéries et de virus qui nous entourent et contre lesquels notre système immunitaire répond en permanence depuis notre naissance. On est sans cesse, depuis que le bébé sort du ventre de sa mère, dès qu'il passe la filière génitale, il est en contact avec des bactéries, avec des virus, et c'est ce que l'on va appeler le microbiote. Donc on vit avec ces agents infectieux, et donc la part des vaccins, c'est vraiment, comme le dit Monsieur Tournier, la goutte d'eau dans l'océan. Alors en 2020, le rôle des réseaux sociaux a-t-il une importance dans la diffusion des messages ? Bien évidemment que oui. Il y a eu d'abord Internet et puis les réseaux sociaux qui touchent particulièrement un public jeune, notamment lorsqu'on parle de certains réseaux sociaux comme YouTube, Facebook ou Instagram. YouTube, brièvement, c'est le réseau social par excellence
de la tranche d'âge assez jeune. Et il faut savoir que 3/4 des Français déclarent utiliser YouTube pour apprendre sur des sujets, c'est ce qu'on appelle les fameux tutos. D'où l'intérêt de ce travail, et je serai très succinct, qui a été réalisé, et je l'en remercie, par notre interne en pharmacie, Marin, de regarder ce qui se disait sur YouTube concernant les vaccins, afin de voir quel était le niveau d'information sur la vaccination en France sur ce média-là. Brièvement, on a tapé le mot-clé « vaccin » au mois de juin 2019. On a sélectionné les vidéos avec plus de 10 000 vues en français et on a regardé si c'était une opinion pro-vaccin ou anti-vaccin, le nombre de vues, vous verrez c'est intéressant, et l'année d'ajout de la vidéo sur YouTube. Je trouve ce travail intéressant parce que finalement, on voit qu'après exclusion de certaines vidéos, on a retenu pour l'analyse 173 vidéos. Et comment se répartissent les vidéos en termes de pro et contre? On va avoir 3/4 de vidéos qui vont véhiculer des messages négatifs contre 1/4 ou 1/3 de vidéos à messages positifs. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le nombre de vues. Et là, on va du simple au double. Les vidéos à contexte négatif seront vues 2 fois plus que les vidéos avec un contexte positif. Ce qui est important aussi, je vous disais, regardez l'année où les vidéos sont apparues et on voit là qu'il y a un pic de vidéos en 2017 et 2018. Mais que s'est-il passé en 2017 ou 2018? Alors c'était avant la Coupe du Monde de foot, on a dit 2018. Ben, en fait, ce qui s'est passé, si on regarde plus à l'échelon des trimestres, on voit que ça a augmenté au dernier trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018. Et donc, au troisième trimestre de 2017, c'est au moment où on a fait l'annonce des 11 vaccins obligatoires. Et le premier trimestre de 2018, forcément, c'était le passage aux vaccins obligatoires et donc tous les messages qui ont circulé. Que contiennent comme message négatif ces vidéos? On va retrouver nos 5 idées reçues de tout à l'heure. Les effets secondaires en 1 pour 3/4 des vidéos, le lobbying pharmaceutique, les adjuvants, et enfin, pour quand même 35% des vidéos, l'inefficacité quand même des vaccins. Alors, 5 millions de vues de ces vidéos anti-vaccins, ça représente quoi? Ben, ça représente finalement peu par rapport aux vidéos de santé publique. Et juste un petit clin d'œil en ce début décembre, ça représente beaucoup moins que le nombre de vues de l'album de Johnny Hallyday lorsqu'il est sorti, à savoir 346 millions de vues. Et là, on vient de fêter, donc, comme vous le savez, les 3 ans de la disparition de Johnny. Donc, il faut après replacer les choses dans leur contexte. Un autre point important, pourquoi justement on a eu une épidémie de rougeole en Gironde en 2017 et 2018? J'aime bien cette phrase et j'y reviens, tout acte a des conséquences. Et c'est vrai en vaccinologie. Par exemple, la rougeole, on a vu que cette publication en 1998 a fait un lien entre rougeole et autisme. Il a fallu attendre 2010 pour que cette publication soit, comme on dit désormais, ça c'est très, très utilisé dans le Covid, rétractée. Et pendant ce temps-là, entre 1998 et la fin des années 2000, on a vu qu'il y a eu une flambée des cas de rougeole en Angleterre. Mais il faut avoir un exemple positif, et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la méningite, où là, l'acte a eu pour conséquence de faire disparaître la méningite à méningocée. Et là, je remercie beaucoup de personnes, je remercie Marie-Édith Lafont, mais je remercie également Pascal Trimoulet, notre virologue, qui m'a remis cette diapositive que je trouve très intéressante pour analyser comment un vaccin et une maladie évoluent dans le temps. Avant le vaccin, vous voyez ici en rose que la maladie est présente et fait parler beaucoup d'elle et fait peur. Le vaccin va être mis en place et donc les courbes vont se croiser. Plus on va vacciner, plus la maladie va disparaître. Mais, hélas, c'est ce qu'on verra les phases 4, des effets secondaires peuvent apparaître, justes ou pas justes, comme par exemple l'autisme et la rougeole. Et là, s'installe la perte de confiance dans le vaccin et donc une diminution de la couverture vaccinale. Et à partir de là, des petites bouffées épidémiques. En fait, moins on se vaccine, plus le virus ou la bactérie va circuler. Et puis là, on se dit non, allez, on se relance, on revaccine. Et puis, tentez bien que finalement, on voit que les effets secondaires, ça se stabilise. Il n'y en a pas plus, pas moins. Les effets secondaires, en général, ils se voient dans les premières semaines, exceptionnellement dans les premiers mois. Et si on est très fort, on arrive, comme pour la variole, à éradiquer la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé en France?
Là aussi, cette publication a eu des conséquences sur la couverture vaccinale, et je ne reviendrai que sur celle de la rougeole. Donc on voit ici la couverture avec une dose, et je ne vous parle pas des données avec 2 doses, qui est maintenant le schéma recommandé. On voit qu'en 98, on n'était pas très bon, à 82%. On voit que la couverture vaccinale est globalement à la baisse en France, avec en 2009 90%, et en 2018, 90%. Alors vous allez vous dire, 90% finalement, c'est pas si mal. Oui, pourquoi pas. Mais pour la rougeole, il faudrait avoir une couverture vaccinale de 95%, c'est une maladie très contagieuse, pour espérer que la maladie ne circule plus. Et les conséquences se font vite voir, puisqu'en 2008-2011, première vague de rougeole, et en 2017-2018, deuxième vague de rougeole. Ces cas de rougeole ont été rapportés notamment au CHU de Bordeaux lorsqu'ils ont été hospitalisés dans un travail publié dans une revue internationale, et je remercie Laure Barthaud d'avoir mené ce travail. C'est un travail collaboratif entre des virologues, je remercie le professeur Lafont, des hygiénistes, des réanimateurs, des infectiologues, qui ont essayé d'analyser ce qui s'était passé pour les cas hospitalisés de la rougeole. Brièvement, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2019, il y a eu 30 000 cas de rougeole en France, avec plus de 7 000 cas hospitalisés et 26 décès. Et donc, on voit ici que la Gironde était vraiment le foyer de départ de cette épidémie. Elle est en bleu foncé, plus c'est foncé, plus il y a de cas, et plus précisément la ville de Bordeaux. On a compté au CHU 160 personnes hospitalisées entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2018, 3 quarts d'adultes, 1 quart d'enfants entre 1 et 18 ans. La moitié sont restés à l'hôpital. Ils étaient plutôt jeunes, 22 ans, autant de garçons que de filles, et une durée d'hospitalisation de 5 jours. Il y a eu 65 patients avec des formes graves, alors que ce soit des pneumonies, des hépatites, des kératoconjonctivites ou bien des atteintes du système nerveux central, qui sont donc les plus graves atteintes de la rougeole. Et il y a eu 8 patients hospitalisés en soins intensifs. Lorsqu'on regarde la couverture vaccinale, on voit ici que majoritairement en bleu, on était face à des personnes qui n'étaient pas vaccinées ou bien mal vaccinées avec une seule injection. Et ce qui est à déplorer, hélas, c'est que parmi elles se retrouvaient 28 soignants, puisque la vaccination rougeole n'est pas obligatoire pour les adultes, et notamment pour les adultes soignants. 2 messages à retenir. La rougeole existe encore, peut infecter des sujets jeunes et parfois avec des formes graves, et la population française reste encore sous-vaccinée. Alors, on arrive vers la fin, et le sujet tant attendu peut-être du vaccin Covid, mais juste un mot peut-être pour parler de la place du médecin généraliste dans la vaccination. Le médecin généraliste et le pédiatre ont des missions d'éducation et de prévention et de dépistage. Et la vaccination prend ici tout son sens, et le médecin généraliste a donc un rôle crucial et une place centrale dans la gestion de la vaccination. Certes, ils nous disent que parfois c'est chronophage, mais c'est quand même très important. Et ce qui est important, justement, et qui est chronophage, c'est de discuter, d'échanger pour adhérer. Et je pense qu'il faut prendre sa vaccination en main. Et une façon de prendre sa vaccination en main, c'est de créer son carnet de vaccination électronique, parce que le plus souvent, les gens ne savent pas où est le carnet. Il a été perdu dans le déménagement, et alors que là, avec un carnet dématérialisé, les choses seront plus simples. Quel est l'avenir de la vaccination ? Alors bien évidemment, on ne pouvait pas parler aujourd'hui de vaccin sans parler du fameux SARS-CoV-2, représenté ici par Maude Bégon. Et ce fameux virus que vous voyez ici en BD a à sa surface les fameuses spicules, spike en anglais, ou protéines S. À quoi cela va-t-il servir ? C'est un peu la clé, comme vous le voyez ici, qui permet de rentrer dans la serrure ou récepteur de la cellule, et notamment la cellule du nez, d'où l'intérêt de mettre un masque pour ne pas se contaminer par voie nasale. Si on essaie de le représenter de façon un peu moins dessinée, mais un peu plus schématisée, vous voyez ici ce virus recouvert de spicules qui va reconnaître son récepteur, le fameux récepteur ACE2, pour ceux qui ont entendu ça dans les médias, qui va être la clé pour rentrer dans la serrure et rentrer donc dans la cellule et infecter la personne. Alors la première question, pourquoi
le vaccin est arrivé si vite? Alors, on disait on n'a pas de traitement, et maintenant on dit on a un vaccin, mais pourquoi il est arrivé si vite? Tout cela a été rendu possible par des révolutions technologiques majeures. Pour exemple, pour découvrir le virus du sida dont on a parlé tout à l'heure, il a fallu 6 ans. Et là aussi, on remercie le professeur Barré Sinoussi, prix Nobel de médecine, pour cette découverte. Pour celui du Covid, vous verrez tout à l'heure, il a fallu 6 jours. La découverte de l'agent infectieux permet d'embrayer tout de suite sur les recherches vaccinales. Et entre la déclaration de l'épidémie et la mise en place des essais vaccinaux, il ne s'est écoulé que 6 mois. Donc le 6 revient beaucoup. Alors pourquoi cela? Comment cela a-t-il été rendu possible? Par les progrès scientifiques, l'immunologie, la virologie, l'existence de technologies développées antérieurement, on n'en parle pas assez, parce qu'avant le SARS-CoV-2, il y avait le SARS-CoV-1, il y avait le MERS, coronavirus, donc on avait travaillé. Et on a surtout travaillé, et ça c'est vrai pour certains vaccins nouveaux, sur Ebola. Donc on a déjà des choses qui nous ont servi du passé. On a mobilisé les équipes de recherche. Il faut dire que là, en termes de recherche, c'est tout sur le Covid, et les autres recherches, hélas, sont un peu moins avancées. Et il y a une anticipation des États et des ateliers de production avec, il faut quand même le signaler, la mobilisation de volontaires pour entrer dans des essais cliniques de phase 3 dont on va parler tout à l'heure, et même dans des essais cliniques de phase 1 encore plus préliminaires. Alors on dit beaucoup, alors quels sont les enjeux de la vaccination? On dit beaucoup, il faut que 2/3 de la population soit immunisée pour que la fin de la pandémie arrive. Et on dit toujours, ah, mais avec l'immunité naturelle post-infectieuse, on n'est pas prêt d'y arriver. En effet, si on regarde les chiffres les plus élevés, les plus optimistes, entre guillemets, même si ce n'est pas très joyeux, on considère qu'en Île-de-France, il y a 22% des personnes immunisées et que chez nous, où il y a eu peu de Covid, on est à 4%. Alors la première question qu'il faut se poser, pourquoi ce fameux chiffre de 66%? Et après, l'autre question, quelle est la durée de l'immunité? Après le vaccin ou après la maladie? Alors sur cette question-là, on n'a pas encore beaucoup de réponses, et donc je vais me concentrer sur la première question, pourquoi 66%? Alors là, je vais faire Michel, je ne sais plus comment il s'appelait, comment ça marche? Michel Chevalet, pardon. Alors cela va dépendre du fameux R0. Alors le R0, on en parle beaucoup, c'est combien une personne contaminée en l'absence de gestes barrières va contaminer d'autres personnes. Et on estime que ce R0 pour la rougeole, à partir des premières données chinoises, en l'absence de gestes barrières, est de 3. Autrement dit, une personne contamine 3 personnes. Donc si on est à 1000, un peu comme le sketch de Gad Elmaleh, 1000 personnes fois 3, 3000 personnes. 3000 personnes fois 3, 9000 personnes. Et j'arrête là, c'est l'épidémie que l'on a connue exponentielle. C'est ce qui est illustré, ce petit schéma, où on voit qu'au sein d'une population limitée de 13 personnes, si on a 2 vaccinés, 2 infectés, on considère que les 2 infectés vont contaminer x3 à x4. Donc on va se retrouver à 8 infectés avec toujours les 2 vaccinés, et donc le virus circule. Si dans la population, 50% des gens sont immunisés, ce qui est déjà pas mal, on va donc diviser 3 par 2, ça fait 1,5. Donc là, on passe aux chiffres et aux lettres. 1,5 fois 1000, donc on ne va plus contaminer 3000 personnes, mais 1500 personnes. Et si on monte à 2/3, puisque 66% c'est 2/3, 3, c'est 1 sur 3, c'est 1/3, donc 2/3 de personnes immunisées. Dans ces cas-là, les 1000 personnes contamineront 1000, voire moins de 1000 personnes. Et là, le R0 est inférieur à 1 et la maladie s'éteint. Et c'est ce qui est montré ici. Si on a par exemple 60% des gens qui sont immunisés, 8 sur 13, 2 infectés, on voit que finalement, ces 2 infectés vont au maximum contaminer une 3e personne et que petit à petit, le caractère exponentiel va disparaître. Et c'est ce que dit le docteur Martin. Ce que veut dire aujourd'hui, selon les chercheurs, pour atteindre cette immunité de groupe, il faudrait bien que 2/3 de la population soit immunisée. Alors, rapidement, le développement accéléré du vaccin, je l'ai dit, tout a été très vite. Il y a 1 an de cela, on décrivait les premières pneumonies atypiques chinoises. Le 9 janvier, on déclarait un nouveau virus et le 12 janvier, ce virus était séquencé.
Le 16 mars, les premiers essais cliniques ont débuté avec les vaccins ARN, j'y reviendrai. Et donc, on avait dès avril 115 candidats vaccins, dont 5 en développement clinique, et les essais de phase 3 ont débuté en juillet. Au 7 décembre, on avait donc 239 candidats vaccins et 40 essais cliniques. Alors, comment on développe un vaccin en temps normal et en temps Covid? Il y a plusieurs phases, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, plusieurs phases qui prennent du temps et qui coûtent de l'argent. La première phase, c'est tout le concept de R&D, recherche et développement. Donc, si on a pris de l'avance avec Ebola, si on a pris de l'avance avec le SARS, on gagne du temps sur le Covid. La deuxième phase, c'est produire des vaccins. Ensuite, les tester en préclinique, ça, c'est souvent les essais animaux. Et enfin, le développement clinique qui répond à 4 phases. Alors, tout le monde, maintenant, parle de phase 1, phase 2, phase 3. Alors, à quoi ça correspond, ces 4 phases? La phase 1, c'est pareil pour tous les médicaments, c'est quelques personnes à qui on va administrer le vaccin pour évaluer des choses très simples. L'immunogénicité, est-ce qu'on va faire des anticorps? Et la tolérance, est-ce qu'il va y avoir des effets indésirables que l'on peut voir rapidement? La phase 2, donc là on est sur des centaines de personnes, beaucoup de vaccins ont déjà passé la phase 2. On va bien évidemment évaluer immunicité et tolérance, mais également évaluer la dose de vaccin la plus utile. On va faire un bras avec telle dose, un bras avec telle dose, et ainsi de suite. Et la phase 3, où là on va étudier le vaccin. Donc actuellement, les phases 3, c'est 30 000, 60 000 personnes, donc ces fameux volontaires, chez qui on va étudier l'efficacité du vaccin, mais également la sécurité du vaccin sur les jours qui suivent la vaccination, les semaines qui suivent la vaccination. Et à partir de là, le vaccin a une autorisation de mise sur le marché et on passe en phase 4. Et là, c'est tout le travail de nos collègues de pharmacologie, de pharmacovigilance, de pharmacoépidémiologie. Et je fais un petit clin d'œil à ma collègue Amélie Daveluy, avec qui je travaille, sur toutes ces problématiques de surveiller les effets indésirables des vaccins. Alors, si on revient à nos vaccins Covid, et c'est ce qu'on appelle les plateformes, parce qu'il va y avoir des technologies anciennes et des technologies nouvelles, les fameuses plateformes. Alors, pour les technologies anciennes, à base de vaccins inactivés, là, se sont positionnés les Chinois avec plusieurs vaccins en cours. Le principe, c'est de cultiver le virus sur des cellules. On va malmener le virus, d'accord? Et cette espèce de virus malmené va être réinjecté à une personne pour développer, du coup, des anticorps. Les vaccins sous-unitaires dont j'ai parlé tout à l'heure sont aussi des vaccins qui sont des pistes pour le Covid, où on va prendre, bien évidemment, la protéine S, mais si on l'injecte seule, elle ne va pas induire grand-chose. Il faut la mettre avec un adjuvant. Et là, le vaccin le plus avancé, c'est le vaccin de Novavax. Sanofi également, parmi les vaccins en cours, développe également un vaccin à base de protéines recombinantes et les essais de phase 3 devraient débuter en début 2021. Enfin, voici les nouveaux vaccins dont on parle beaucoup. Tout d'abord, les vaccins basés sur des navettes de vecteurs viraux. À quoi cela correspond? Ce sont des virus inoffensifs qui vont servir de vaisseau pour véhiculer une partie du virus méchant. Et dans ces stratégies, on va retrouver le vaccin de AstraZeneca, co-développé. Tous ces vaccins sont co-développés souvent, soit vers des startups, soit avec des universités. Donc AstraZeneca, c'est avec l'université d'Oxford, Johnson & Johnson avec Advac, à base d'adénovirus. C'est un virus de virose respiratoire essentiellement, tout à fait bénin, et qui sert de vecteur pour introduire dans le corps une fraction du virus Covid. Et là, pour Johnson & Johnson, les essais de phase 3 sont... AstraZeneca, les essais de phase 3 sont finalisés. Pasteur également, dans les vaccins qu'il développe, a utilisé cette stratégie. Et là, pour le coup, utilise le virus vaccinal de la rougeole. Donc, il y a un virus atténué, inoffensif, mais qui, par rapport à l'autre, se réplique. Et peut-être, du fait qu'il se réplique, va répliquer également la partie d'agents méchants et peut-être va avoir une réponse immunitaire meilleure. Mais là, les essais sont encore un peu plus préliminaires. Et enfin, on arrive à ce dont tout le monde parle, les vaccins à ARN messager. Qu'est-ce que c'est l'ARN messager? C'est une partie de l'information génétique qui va coder pour une protéine, mais sans vecteur viral. C'est une innovation technologique
puisque le corps humain, une fois qu'il a introduit l'ARN, peut sécréter grâce à sa machinerie cellulaire des protéines S qui elles-mêmes vont stimuler le système immunitaire. Je vais vous montrer un petit exemple pour illustrer cela. L'ARN, en fait, c'est une copie de notre ADN, mais qui est très vite détruit. On verra les avantages et les inconvénients de ce problème. Alors voilà à quoi cela correspond. Donc, vous allez produire de l'ARN qui permet de coder une partie ou la protéine S, le mettre dans ce qu'on appelle un liposome. Donc les liposomes, c'est une particule entourée de lipides qui va être contenue dans le vaccin. Le liposome va permettre de faire un contact cellule à cellule. L'ARN va se retrouver dans la cellule et là, il va être codé en protéines S. Ces protéines S vont sortir de la cellule, être reconnues par les cellules du système immunitaire qui vont les présenter à qui ? À d'autres cellules du système immunitaire, dont les fameux lymphocytes B, qui vont produire des anticorps, et les fameux lymphocytes mémoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, quels sont les avantages de cette technique? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, cette technique, les techniques traditionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, à base d'antigènes, ce sont des techniques fastidieuses et lourdes qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour produire de l'antigène. Ce qui explique en partie que ces techniques-là, ces plateformes-là, sont moins avancées. Au contraire, les techniques à base d'ARN, une fois que le code est déterminé, je vous ai dit 6 jours pour déterminer le code, les process de fabrication sont standardisés. Là, c'est facilement réalisable et en grande quantité. Donc, on gagne du temps. C'est pour ça que ces vaccins sont les plus avancés dans le développement clinique. Alors, j'ai dit tout à l'heure, l'ARN est quelque chose de très fragile. Alors, en effet, une fois injecté, il faut déjà qu'il rentre dans la cellule. Il y en aura sûrement une partie de détruite. Et dans la cellule, il va être très vite dégradé. Et ce qui va se passer également avec la conservation du vaccin, et c'est pour ça qu'on a besoin pour ces vaccins d'avoir une chaîne du froid respectée. J'y reviendrai tout à l'heure. Et l'autre avantage également, c'est que l'ARN messager, ce n'est pas de l'ADN, et donc il ne va pas s'intégrer dans les cellules de l'hôte et perturber notre code génétique. Il faut savoir que ce vaccin, s'il a l'AMM, sera le premier vaccin humain utilisé à grande échelle de ce type. Il y a déjà eu des vaccins à ARN développés dans des essais, mais à aussi grande échelle, ça sera une innovation. Innovation rendue possible par 2 startups, la startup Moderna, qui est présidée par un Français, et la start-up dont on parle moins, mais qui est là, BioNTech, qui s'est rallié, ce qu'on appelle une joint venture, avec Pfizer, et donc un vaccin qu'on pourrait qualifier de germano-américain. Et comme je l'ai dit, tout l'enjeu de ce vaccin est la chaîne du froid. Donc, le schéma vaccinal sera composé de 2 doses pour stimuler le système immunitaire. L'efficacité annoncée est de 90%. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, 90%? Donc, ça veut dire que dans le groupe des gens placebo, donc qui ont reçu du sérum physiologique, il y a eu 9 fois moins de personnes qui ont eu l'infection Covid par rapport au groupe vacciné. Et l'autre enjeu de ce vaccin, ça sera justement les fameux congélateurs à moins 80, parce que si le vaccin est décongelé, il reste vivant, enfin entre guillemets vivant, actif, non dégradé, 5 jours entre 2 et 8 degrés. Donc il va falloir aller vite et développer, c'est ce qu'on est en train de faire, toutes les stratégies de conservation. Alors déjà, il y a des divisions concernant ce vaccin, et j'arrive à la fin de ma présentation, au sein de la classe politique, et je n'y rentrerai pas, et la décision que je pense qui était bonne de ne pas rendre ce vaccin obligatoire. Et encore une fois, ce que dit le ministère de la Santé, c'est que la confiance passe plus par la démonstration que par l'obligation. Mais là aussi, il y a des divisions au sein des Français, et ça sera l'un des derniers exemples que je vous présenterai. C'est l'enquête Covapred qui a été menée conjointement par le CHU de Bordeaux et le CNRS de Aix-Marseille, dont le premier auteur que j'ai eu le plaisir d'interviewer, le docteur Schwarzinger, qui est un médecin de santé publique à Bordeaux. Cette enquête a porté sur 2000 Français de 18 à 64 ans. On considère que les 18 à 64 ans représentent 75% de la population adulte, et elle a été faite fin juin, début juillet. C'est une méthodologie originale, parce que plutôt que de dire aux gens « est-ce que vous voulez ou pas vous faire vacciner ?» Bon, c'est un peu basique. On leur a dit «
Est-ce que vous seriez enclin à vous faire vacciner en fonction de 90% d'efficacité annoncée versus 60%, en fonction de 0 effet indésirable versus 0,01%, en fonction du pays d'origine, c'est-à-dire un vaccin américain ou chinois versus un vaccin européen, et enfin en fonction de qui vous vaccine, votre médecin traitant ou bien des grandes tentes qui seraient déployées dans les hôpitaux. Le résultat, il commence à être connu, il n'est pas encore publié, c'est qu'il y a eu 30% de refus. Et finalement, les 18-24 ans sont les personnes qui adhèrent le plus à ce vaccin. Ça veut dire qu'il reste encore 70% de personnes à convaincre, mais à convaincre de quoi et sur quels arguments? Alors, on reprend nos 4 critères. L'efficacité, bien évidemment, plus le vaccin aura une efficacité authentifiée, plus les personnes adhèrent. Deuxièmement, l'origine du vaccin ressort. Les gens seraient plus prêts à se faire vacciner avec un vaccin européen qu'un vaccin américain. La tolérance et les effets indésirables. Moins il y a d'effets indésirables reportés, bien évidemment, plus on va adhérer. Et enfin, qui pratique la vaccination? Et là, c'est une réflexion de l'équipe de recherche qui dit que peut-être le médecin traitant aurait sa place. Mais là, encore une fois, la chaîne du froid fait que ça va être, au moins pour ce vaccin-là, difficile à mettre en place. Donc je passerai rapidement sur ce point-là pour arriver juste à cette quasi-dernière diapositive où on a, ça c'est une image du Parisien du 3 novembre, tous les vaccins en place en phase 3. Et l'on voit que donc, le plus avancé, c'est donc le fameux vaccin Pfizer BioNTech par rapport aux autres qui le suivent de près, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson. Alors, c'est pour ça que j'ai mis vaccin au pluriel, je ne l'ai pas dit. On dit le vaccin Covid, mais je préfère qu'on dise les vaccins Covid. On a plusieurs technologies. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je pense que c'est pareil dans la pharmacopée. Plus on a de choix, mieux c'est. On pourra adapter le vaccin à nos populations. Par exemple, des patients immunodéprimés, on ne pourrait pas leur proposer un vaccin atténué. Dans ces cas-là, c'est bien d'avoir d'autres stratégies vaccinales et je pense que plusieurs vaccins vont coexister. Et juste un mot, parce que le temps m'est imparti est fini, c'était le plan de vaccination de la HAS qui vient d'être communiqué. Alors juste un mot pour dire que l'objectif est double. Tout d'abord, réduire les hospitalisations et la mortalité et maintenir les activités économiques essentielles. Et 2 critères principaux pour définir les personnes prioritaires, l'existence de facteurs de risque et l'exposition accrue au virus. Alors, les facteurs de risque par la HAS, on va retrouver des facteurs de risque classiques que l'on retrouve en hospitalisation, obésité, insuffisance respiratoire, HTA, diabète, mais également l'insuffisance rénale chronique, les cancers, les transplantés et la trisomie 21. Et dans les professionnels les plus exposés, on va retrouver à côté des professionnels de santé tout ce qui est brancardiers, travailleurs sociaux et personnes du secteur des services à la personne. Alors, je passerai rapidement sur les 5 étapes, mais en gros, il faut retenir que les 3 étapes qui devraient débuter, je pense, début janvier, ont pour but de réduire le fardeau de la vaccination chez les personnes les plus à risque et les plus exposées. Et donc, la première étape très emblématique, ça sera de vacciner les résidents des EHPAD qui représentent un tiers des décès. Et puis, au fil de l'eau, on va vacciner de plus en plus de personnes. Donc la deuxième étape, les personnes de 75 ans en dehors des EHPAD, et ainsi de suite, pour arriver à la 3e phase où on va vacciner les plus de 50 ans, ou bien les personnes de moins de 50 ans avec des facteurs de risque que je vous ai définis. La 4e phase, ça sera une petite phase intermédiaire, comme j'appelle. Et enfin, la 5e phase, je ne sais pas quand, courant 2021, ça sera généraliser la vaccination. J'en ai fini avant ma conclusion. Juste un petit mot, encore une fois, sur un travail collaboratif de la première vague que l'on a réalisé avec Inklink et 10 créateurs de BD. Ce travail retrace notre parcours de la première vague Covid, nos actions à l'hôpital, en dehors de l'hôpital. Et vous pouvez éventuellement, encore pour quelques jours, participer à ce crowdfunding avec KissKissBankBank pour cette BD dont une partie, en effet, des bénéfices seront réversés au CHU de Bordeaux. Pour conclure, il y a encore quelques questions sur la vaccination, mais je pense qu'il y a, et j'espère, à l'issue de cette présentation, il y a quand même des convictions. Est-ce que la vaccination est un outil parfait? C'est la première question. Bien évidemment que non. Il y a eu des écueils, on l'a vu, mais l'histoire de la médecine n'est-elle pas émaillée d'écueils et de déceptions? De nos erreurs, il faut en tirer des conséquences et avancer.
La vaccination est un des meilleurs outils de prévention. Vu ce que je vous ai dit, je pense que oui, on a éradiqué des maladies, on a diminué la mortalité d'autres maladies, et globalement, l'efficacité des vaccins n'est pas trop remise en question. Est-ce qu'il y a justement encore des questions en suspens sur les vaccins ? Bien évidemment. Est-on en droit de se poser des questions ? Bien évidemment. Mais ces questions, il faut les aborder sereinement. Et pour adhérer, il faut comprendre et être rassuré. Et donc, un travail d'éducation et de pédagogie reste encore primordial. Il faut arrêter d'être trop descendant. Certes, le travail doit être réalisé par le personnel soignant, mais envisager des stratégies alternatives comme au Bangladesh avec des informations réalisées par les pairs. Et enfin, à titre personnel, pour toutes ces raisons, j'aime mon métier d'infectiologue universitaire qui consiste à guérir, mais aussi à prévenir et à enseigner. Et donc, je suis convaincu de l'intérêt et du bien fondé de la vaccination. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous laisse juste les sources qui m'ont servi à élaborer ce diaporama.